Hola, c'est Mister Audi. On se retrouve cette semaine pour continuer d'évoquer Joker en mettant l'accent sur sa psychologie. Ne vous inquiétez pas, je ne m'improvise pas psychologue, mais pour cela, j'ai eu la chance de rencontrer monsieur Yann Leroux, un psychologue clinicien travaillant en collaboration avec Serge Tisseron, un psychologue de renom. J'ai eu la chance de réaliser avec Yann un entretien téléphonique où je lui pose un certain nombre de questions sur le sujet et je souhaitais donc vous faire partager cela. Ça fera l'objet de 3 vidéos dans la semaine. Alors attention, c'est un format un peu particulier parce que ça reste uniquement de l'audio. Bonne écoute. Donc bonjour monsieur Yann Leroux. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Oui, bon. Déjà, je tiens à te remercier, à vous remercier. On se tutoie, ça sera mieux, je pense. Hein. Ce sera plus simple, oui. Ouais, ça sera plus sympa. Je tenais à te remercier d'avoir de te prêter au jeu de l'interview à travers quelques questions que je vais te poser sur le Joker et sa psychologie. Voilà. Et écoute, ce que je te propose peut-être dans un premier temps, avant qu'on passe aux questions, c'est que tu te présentes pour que les personnes qui vont écouter l'émission sachent à qui ils ont affaire, tout simplement. Et je pense qu'il n'y a pas mieux que toi pour te présenter. Alors, je m'appelle Yann Leroux, je suis docteur en psychologie. Je suis tombé dans les comics quand j'étais petit, autour de la 6e. J'en suis jamais totalement sorti. Et j'aime bien mélanger ces deux intérêts, la psychologie et puis les histoires que nous racontent les comics. D'accord. Bon, merci Yann. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc on va parler du film Joker, donc qui est sorti donc en octobre 2019, donc réalisé par Todd Phillips, donc qui a pondu un petit ovni comme ça, qui est arrivé dernier trimestre de l'année et qui a pas mal fait parler de lui, dans le bon comme dans le mauvais. Et je me posais la question, quelle est la fonction du rire chez le Joker ? Oui, le film il est intéressant de ce point de vue parce que ça raconte un peu comment le rire devient une arme de destruction massive chez le Joker. Le Joker qu'on connaît habituellement, c'est un Joker qui est tout le temps en train de ricaner, qui est grimaçant, qui a un rire qui n'invite pas au plaisir, au partage ou à l'humour, mais c'est un rire qui annonce plutôt la terreur. Et là, ce que l'on voit, c'est que il se met en place de deux façons différentes. Il y a d'abord une première origine qui est donnée, qui est une origine purement biologique, puisque le personnage dit que il est pris parfois de crises de rire, mais que c'est une condition, c'est une maladie, qu'il a un trouble neurologique et qu'il faut pas y prêter plus attention que cela. Mais ça raconte aussi autre chose. Ça montre bien à quel point pour le Joker c'est à la fois important d'être en contact avec les autres, d'avoir une relation empathique avec les autres, et à quel point ça lui est totalement impossible. Et c'est vraiment ça la position tragique du personnage, c'est-à-dire que avant de devenir le Joker, quand il est encore Arthur Fleck, il essaye désespérément d'être en lien avec les personnes, il essaye de faire rire les enfants, il essaye d'être en contact avec les gens qui l'entourent, et puis en même temps ça ne marche absolument pas, ça échoue régulièrement, et la dernière ligne de défense qu'il peut avoir, c'est dire en fait c'est pas de ma faute, je suis né comme ça, c'est un trouble neurologique. Quel lien on pourrait décrire le lien qu'il a avec sa maman? Qu'est-ce que tu en penses toi? Là, très clairement, il est à la plus mauvaise place pour un enfant. D'abord, il s'occupe de sa mère comme un parent peut s'occuper de son enfant. Il le fait très très gentiment et très très bien, mais il le fait aussi parce que sa mère et lui ils sont dans une pauvreté telle qu'il n'y a pas de travailleur social qui peut venir apporter à sa mère les soins dont il a besoin. Il est dans une relation qui est pratiquement une relation de corps à corps, puisque il vit seul avec sa mère à un âge où normalement tous les enfants ont quitté le domicile maternel. Il n'y a pas de père à l'horizon. Le seul père qui est à l'horizon, c'est la télé. C'est la télé qui lui apporte un personnage puissant qui, là, pour le coup, réussit à faire rire.
hein. Ce que lui n'arrive pas à faire dans son travail, il n'arrive pas à réaliser le désir de sa mère, fait rire les autres, soit un amuseur, il trouve la réalisation de ce désir à l'intérieur de la télévision. Et c'est le seul moment où sa mère et lui sont véritablement connectés, hein. Mais ça passe par un personnage qui est moitié réel, moitié imaginé, puisque ils n'ont pas accès à la vraie personne, ils ont accès à l'image que la personne donne dans son show télévisé. Oui, et c'est d'ailleurs marrant parce que le Robert De Niro, donc le personnage à qui tu fais allusion, est aussi dans la même posture qu'Arthur Fleck dans le film La valse des pantins de Scorsese, où il tente aussi de se faire un nom et du coup il essaie de côtoyer Jerry Lewis. Donc c'est intéressant aussi de voir comment les films dialoguent entre La valse des pantins et Joker. Je sais pas si tu l'as vu, mais en tout cas c'était assez rigolo. Et du coup, tu parlais tout à l'heure des travailleurs sociaux, et ça me ramène à cette question, justement, quel lien il y a entre les travailleurs sociaux, puisqu'il y a une psychologue à un moment donné, elle fait 2 apparitions, je crois. Et quelle relation elle entretient avec Arthur Fleck, justement? Il y a deux psys, hein. Il y a la social worker qu'il voit régulièrement, et puis il y a une psychiatre. Toutes les 2 noires, des femmes noires. Alors, la relation qu'il a avec la travailleuse sociale, la social worker, aux États-Unis, c'est un mélange entre l'assistante sociale et le psychothérapeute, hein. La relation est plutôt bonne. Il va régulièrement, il aime parler avec elle, il lui parle de choses qui le touchent. Le problème, il n'est pas de son côté, il est du côté de la travailleuse sociale qui elle est désespérée par les conditions de travail dans lesquelles l'administration la met, hein. Elle peut pas faire son job, très clairement. Elle est envahie de dossiers. Elle reçoit Arthur Fleck, mais on sent que Arthur Fleck, elle en a des dizaines. Elle en peut plus. Et puis au final, les budgets sont coupés. Et puis il y a cette scène terrible pour un psychothérapeute. Elle dit à son patient, écoutez, c'est fini, voilà. Je peux plus rien pour vous, je peux plus vous recevoir. Moi-même, je vais essayer de m'occuper de moi-même, de ma situation, parce qu'elle est aussi tout à fait problématique. Bonne chance, hein. Oui. Et Arthur Fleck dit, mais mes médicaments, alors comment je fais? Voilà, good luck, have fun, hein. C'est fini. Il y a plus de solidarité sociale, il y a plus de liens possibles, et chacun est laissé à l'abandon. Mais tu vois. Problématique pour elle, donc la psychologue, la social worker, comme tu dis, au point de rentrer dans une relation où presque elle n'écoute plus les problématiques de son patient, puisqu'il le dit lui-même à un moment donné. Il lui dit mais en fait vous n'écoutez pas ce que je vous dis, parce que il lui lance plusieurs alertes comme ça, lui disant vous n'écoutez pas ce que je vous dis, et en plus il lui dit j'étais mieux à l'hôpital psychiatrique. Donc et on a l'impression que vraiment elle est démunie avec les moyens financiers, etc. Mais même, j'ai remis un petit peu en question sa posture professionnelle, tu vois. Oui, d'accord. Mais comment dire, il y a 2 choses. Il y a d'abord le fait que ça montre que à ce moment-là de l'histoire, Arthur Fleck a encore toutes ses capacités d'empathie. Il est capable de percevoir que l'autre n'est pas présent à la situation, hein. Et ça, c'est un élément clinique qui est important. Et puis du côté du psychothérapeute, bien sûr qu'il y a des moments où les psychothérapeutes, ça leur arrive normalement pas souvent, mais il y a des moments où ils sont pas en contact avec le patient. Là, ça arrive parce que ce qui normalement permet au psychothérapeute de faire son job n'est pas présent. L'arrière-plan sur lequel les psychothérapeutes s'appuient pour être dans une sécurité psychologique suffisante pour écouter des patients et les aider a complètement disparu. Donc elle ne peut pas s'occuper de la personne qui est en face d'elle, puisque elle-même est en train de se demander comment elle va pouvoir vivre la semaine suivante ou le mois suivant. Ce qui est en cause là, c'est pas tellement la relation entre les individus, ça montre que les relations entre les individus n'est possible que si elle est garantie par quelque chose de plus grand que l'État, le lien social, etc. Et là, dans le film Joker, c'est littéralement en train de se casser la gueule. Donc ce n'est plus possible. Nous allons nous arrêter là pour la première partie de cet entretien. Je vous dis à très vite pour la suite. Restez connectés car c'est dans la semaine que ça se passe. Merci à vous. Bonne journée, bonne soirée et ce que vous voulez. Au revoir.